Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour cette nouvelle revue de presse, on commence avec un édito sur la Gazette à propos de la différenciation territoriale. Oui, je sais, encore une fois. Bon, en même temps, c'est un sujet quand même très important dans le microcosme de la territoriale. Et plus précisément, je reviens sur un sujet qu'on avait déjà un peu évoqué il y a quelques semaines sur Actu Territorial à propos de la nécessité ou pas de légiférer pour avoir plus de différenciation territoriale. Et notamment, là on va un petit peu plus loin dans le détail, sur le fait d'avoir besoin ou pas d'une révision constitutionnelle pour vraiment ancrer cette différenciation territoriale dans, on va dire, les règles de fonctionnement globales des collectivités territoriales. Donc déjà, ce qu'on nous dit en introduction, c'est que la révision constitutionnelle est mal embarquée, mais que le Conseil d'État vient de publier une étude sur les expérimentations en matière de différenciation territoriale depuis la révision constitutionnelle de 2003. Et donc, bon, grosso modo, ce qu'on nous dit, c'est que même s'il y a eu quelques expérimentations liées à l'article 72 de la Constitution, c'est pas un franc succès, puisque à terme, en fait, à terme de ces expérimentations, soit on généralise partout ce qui a été fait, parce qu'on estime que ça a été un succès, ou alors on l'abandonne pour tous. Et donc ça va pas dans le sens de la différenciation territoriale qu'on nous rabâche là depuis quelques temps, donc ça va pas vraiment dans le bon sens. Mais pour rappel, on a la ministre de la Cohésion des Territoires qui porte un projet de loi pour l'année prochaine, la loi 3D pour décentralisation, différenciation et déconcentration, et qui pourrait peut-être suffire pour porter le projet de l'exécutif en matière de différenciation, puisqu'on a le Conseil d'État qui dit que à droit constitutionnel constant, donc sans changer le droit constitutionnel actuel, il est possible d'échapper à l'alternative abandon-généralisation. Donc il y a là pour l'exécutif une piste législative, on va dire, qui leur permettrait d'agir dans le sens qu'ils souhaitent depuis un petit moment, mais sans passer par la case révision constitutionnelle. Et comme cette envie de différenciation territoriale fait écho aussi au sein des grandes associations d'élus locaux, donc comme l'AMF par exemple et d'autres, eh bien on pourrait se diriger vers cette solution législative, c'est-à-dire simplement une loi ordinaire par exemple, au lieu d'une révision constitutionnelle. Bon, après, c'est encore en pourparlers, mais en tout cas, voilà, plusieurs pistes sont évoquées. Donc on verra bien dans les mois prochains vers où ça mène. Ensuite, un autre article sur la Gazette, donc plus précisément sur technicité, à propos de Lubrizol et donc des risques industriels. Et là, le positionnement de l'article, je le trouve intéressant parce qu'il est, il est technique, hein, normal en même temps sur technicité, mais en fait, la question, c'est de se demander pourquoi la responsabilité des pouvoirs publics est impossible à écarter dans ce fait malheureux. Et en gros, ce que nous dit l'article, c'est qu'à travers des réformes au niveau national, plusieurs successions de réformes en matière de sécurité industrielle et qui vont vers toujours plus d'allègement de normes, donc c'est-à-dire de moins en moins de normes de sécurité sur ces sites dangereux, eh bien ça aboutit à une situation où les risques d'accident sont plus grands. Là, voilà, c'est pour le dire très simplement. Je t'invite à aller le lire parce que l'article est assez technique, donc ça va être difficile de t'en faire un résumé précis là en vidéo, ce serait trop long. Mais on nous parle donc plus précisément de ce cas de Lubrizol, mais au fur et à mesure de l'article, on élargit un petit peu la question sur notamment la question des études d'impact allégées. Donc notamment, c'est un décret de 2017 qui a créé les études d'incidence, et non pas les études d'impact, qui est, pour le dire vraiment très rapidement, une sorte d'étude d'impact mais plus light. On nous parle aussi des règles assouplies pour les sites Seveso, donc tu sais, c'est les sites à l'échelle de l'Union européenne, les sites industriels dangereux, où il y a vraiment des produits chimiques très, très dangereux. On a une réglementation européenne sur ce type de site, mais on nous explique qu'il y a un assouplissement des règles concernant ces sites, et que tout ça mis bout à bout, plus d'autres réformes un peu techniques comme ça, si on les met ensemble bout à bout, eh bien ça donne une situation où les exploitants de ces sites dangereux ont moins de règles à respecter, à la fois en matière environnementale, mais aussi en matière de sécurité des individus, en matière de sécurité
des alentours, hein, des quartiers aux alentours. Bref, ça va pas forcément dans le sens de l'intérêt des populations et ça peut aboutir à ce genre de situation, même si là je me garderai de faire le raccourci comme ça directement, puisque bien sûr tout ça c'est complexe, hein. Les incidents sur ce site, sur ce genre de site, pour trouver exactement les fautifs, c'est toujours compliqué, mais toujours est-il que nous, à notre petit niveau, on peut s'intéresser à l'aspect juridique des choses, et si on le fait, on voit bien qu'il y a eu un assouplissement des règles dans ces dernières années, et que ça ne va pas dans le sens de plus de sécurité pour les populations. Pour ce nouvel article sur la Gazette, on va parler de l'opposition entre l'AMF, l'Association des maires de France, et l'exécutif. Bon, ça remonte pas à hier, hein, ça fait sur plusieurs dossiers que les deux acteurs sont opposés, mais là on a un petit bilan de l'AMF, puisque on a le prochain congrès de l'AMF en novembre, et on voit que ça va être un peu tendu entre le président de la République et le président de l'AMF, puisque ce dernier a dit récemment qu'on est passé avec cet exécutif d'un regard condescendant envers les maires à un regard un petit peu plus sympathique, un peu plus gentil, comme il dit ici, mais avec ce côté un peu folklorique, enfin comme quoi les maires seraient un peu des personnages patrimoniaux certes, mais un peu folkloriques. Et donc quelque part on a ce sentiment, à l'AMF en tout cas, que les maires ne sont pas pris au sérieux par l'exécutif. On a également auprès de l'AMF toujours une condamnation de la réforme fiscale locale, et ce malgré la revalorisation des valeurs locatives de 0,9% qui a été votée là récemment. D'ailleurs, je t'invite à cliquer sur ce lien, tu verras qu'il y a un article qui détaille un petit peu plus techniquement comment le gouvernement a proposé un mode de calcul pour le dégel des valeurs locatives, ce qui a pu calmer quelque peu la colère des élus locaux. Mais en tout cas, pour l'AMF, c'est loin d'être suffisant. Et malgré cette revalorisation, il y aura quand même une perte en budget pur, on va dire, pour les collectivités locales. Ensuite, une autre critique sur cette réforme de la fiscalité locale, c'est le fait qu'on se dirige vers de moins en moins d'impôts locaux et vers de plus en plus de dotations de l'État, ou en tout cas de mécanismes de redistribution par l'État. On le voit par exemple avec la suppression à terme de la taxe d'habitation, qui sera donc remplacée en partie apparemment par une partie de la TVA. Donc on voit bien qu'on passe d'une logique de taxe locale à une logique plus nationale et de redistribution par l'État aux collectivités. Et donc finalement le risque qu'on a, c'est qu'il y ait une cassure du lien entre la population, nous, qui payons nos impôts notamment locaux, et les collectivités, et qu'on perde un peu ce lien direct entre le fait de payer des impôts et d'avoir une action publique locale, puisque là, ça passera par l'intermédiaire de l'État. Ensuite, une critique de l'AMF, et là encore, c'est pas nouveau, c'est sur les liens avec l'intercommunalité, et notamment le fait que depuis la loi NOTRe, mais également un peu avant, on a de plus en plus de compétences des communes qui passent aux intercommunalités. Donc je reviens pas dans le détail, parce qu'on en a déjà pas mal parlé, mais en tout cas, c'est une critique qui revient toujours autant. Et enfin, une dernière critique, c'est sur le volet consigne du projet de loi, tu sais, par rapport à la gestion des déchets, etc. Et notamment, c'est ce qui bloque un peu, c'est sur les consignes des bouteilles en plastique. L'AMF est contre, puisque ça pourrait, selon eux, avoir un effet inverse, c'est-à-dire au lieu d'aller vers une consommation moindre des bouteilles en plastique, une partie de la population pourrait se dire que finalement, par le biais de ce mécanisme-là, c'est pas si grave, c'est quand même assez écolo. Donc voilà, ça pourrait être contre-productif pour l'AMF. Donc on verra en novembre les retours qu'on aura à travers différents articles sur ces échanges entre Emmanuel Macron et l'AMF. On verra bien si ça aboutit à des propositions. Ensuite, un article toujours sur la Gazette à propos on va dire un fait divers, cette semaine qui a un petit peu enflammé les journaux et les politiques. C'est sur les sorties scolaires et sur l'interdiction ou non de porter le voile. Donc si tu as suivi un peu l'actu, tu as vu qu'il y avait... tout est parti d'une histoire au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, où un élu donc d'extrême droite, on nous dit, qui s'est opposé à la venue d'une accompagnatrice de sortie scolaire qui était voilée. Et cet article remet un peu les points sur les i,
puisque on nous dit que les personnes accompagnantes, en fait, ne sont pas considérées comme des agents du service public ou même des usagers du service public. Ils sont un peu entre les deux et on les appelle un peu vulgairement les collaborateurs occasionnels du service public. Et donc en ça, l'article propose un peu un rappel de la loi aujourd'hui. Ce qu'on nous dit d'abord, c'est qu'il y a une interdiction de prosélytisme, et donc cette interdiction, elle a lieu dans l'école, mais elle a lieu aussi en dehors de l'école, et notamment dans les situations d'activité périscolaire, c'est ce qu'on nous rappelle ici. Donc ce qui veut dire concrètement qu'un parent qui accompagne une classe lors d'une sortie scolaire ou périscolaire ne peut pas contester ce que dit l'enseignant, en gros, dans le cadre de son enseignement, ne peut pas avoir un comportement irrespectueux à différents motifs comme le sexe ou l'origine ou l'opinion personnelle d'autres parents, et enfin, il ne peut pas valoriser des tenues, des signes religieux, etc. devant les élèves avec une finalité, et c'est là la partie importante, dans une finalité de tentative de prosélytisme ou de propagande. Et donc effectivement, on nous rappelle à ce titre-là que le parent doit avoir un devoir d'exemplarité devant tous les élèves et non pas juste pour son propre enfant. Mais ça se matérialise plutôt par son comportement, par ses attitudes et par ses propos. Donc c'est plutôt sur ces trois éléments-là que peuvent être jugés un accompagnant et non pas forcément sur le port du voile ou non. Et donc on nous dit que cette question de savoir si le port d'un signe religieux est acceptable ou pas pour ces collaborateurs occasionnels du service public, eh bien cette question elle est juridiquement résolue, en tout cas en partie, puisqu'on a différents retours, notamment du Conseil d'État, qui a jugé en 2013 que ces personnes, ces accompagnants, n'étaient pas soumis à l'exigence de neutralité religieuse, mais qu'il était recommandé quand même à ces personnes de s'abstenir de manifester leur appartenance ou leur croyance religieuse. Donc on voit que c'est là un peu l'ambiguïté sur laquelle jouent notamment ces élus d'extrême droite, comme le dit le début de l'article. Et donc on nous dit qu'en 2013, l'heure était plutôt aux recommandations et non pas aux interdictions. Et notamment, on a en 2015 deux jugements de tribunaux administratifs qui nous rappellent que l'esprit de la loi, c'est l'atteinte ou non à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service. Et donc pour l'instant, dans la jurisprudence française, le port du voile n'est pas considéré comme un trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service, en tout cas dans le cadre de ces sorties scolaires. Voilà, donc cet article, moi je l'ai trouvé intéressant parce qu'il remet un peu les points sur les i, et en tout cas, bon, après il va aussi dans le sens de la dernière intervention du Premier ministre qui disait qu'il n'y aura pas de loi pour interdire le port du voile lors des sorties scolaires. Bon, après, là, c'est au moment T que je vous dis ça. Ça peut encore bouger. C'est quelque chose qui revient très régulièrement. Moi, ça fait des années que je passe les concours. Ça fait des années que j'entends parler de cette question du voile à l'école ou en dehors de l'école. Donc voilà, c'est sûrement pas la dernière fois qu'on en entend parler. Mais voilà pour l'actualité, on va dire, un peu chaude. Ensuite, un article sur la Gazette sur les collectivités locales qui pourraient éradiquer la pauvreté. Ça, c'est un édito de plusieurs auteurs dans la Gazette cette semaine. Donc c'est une idée un peu choc, mais l'idée globale, elle est assez simple à comprendre. C'est que y a la mise en place en fait d'un revenu minimum unique, un RMU, ou appelons-le comme on veut, mais en tout cas voilà, c'est l'idée, qui serait supérieur au seuil de pauvreté et serait équivalent à 860 € pour une personne seule. C'est quelque chose de possible dans un premier temps pour l'État, on va le voir dans l'article, et si l'État ne veut pas jouer ce rôle, on va voir dans cet article que les collectivités pourraient prendre le relais de l'État. Alors, ce qu'on nous dit dans un premier temps, c'est un petit bilan, puisque les deux auteurs en fait, de ce billet, ce sont les présidents et directeurs de l'Observatoire des inégalités. Donc ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a une partie de la population qui n'a pas accès aux minima sociaux, puisque les jeunes de 18 à 25 ans en matière de droits sociaux sont quand même lésés par rapport au reste de la population, que la plupart des adultes sans ressources touchent moins de 500 € par mois, donc on est bien loin du seuil de pauvreté, et que la plupart des gens dans le besoin sont dépendants des autres, donc soit de leur famille, soit d'amis, soit d'organismes caritatifs, ou encore doivent faire des travaux non déclarés. Donc ça, c'est pour un premier bilan un peu global. Et ce qu'on nous dit, c'est que s'il y avait ce RMU qui serait mis en place, ça élèverait le niveau de vie d'environ 5 millions de personnes qui sont actuellement en dessous du seuil de pauvreté, donc notamment des jeunes, mais aussi beaucoup de familles.
Et la comparaison que font les auteurs, c'est la mise en place à l'époque de la CMU, la couverture maladie universelle. Donc ce serait en ça une avancée sociale. Et selon leurs estimations, alors j'ai pas eu accès au mode de calcul, donc je pourrais pas avoir d'avis là-dessus si le calcul me semble honnête ou pas. Mais en tout cas, selon leurs estimations, le coût total de la mesure serait d'environ 7 milliards d'euros, ce qui peut paraître beaucoup comme ça, mais pour relativiser, c'est l'équivalent de moins de la moitié des 17 milliards d'euros mis sur la table pour la crise des Gilets jaunes, ou encore, c'est seulement un tiers de la suppression de la taxe d'habitation. Donc tu vois, par exemple, pour ce dernier point qui est un peu à la mode en ce moment, qui est mis en avant par l'exécutif, le coût d'une telle mesure-là, le RMU, c'est seulement un tiers de la suppression de la taxe d'habitation. Donc c'est pas quelque chose qui est complètement dogmatique ou impossible ou utopique. C'est quelque chose qui pourrait tout à fait rentrer dans les calculs de l'État, mais après c'est une affaire de priorité. Et donc c'est ce que dit la suite de l'article, c'est qu'en gros c'est un choix politique, et que si ce choix politique n'est pas fait, n'est pas privilégié par l'exécutif, eh bien les communes notamment, enfin les élus locaux en général, pourraient prendre leurs responsabilités et accentuer encore l'action déjà forte des CCAS, des centres communaux d'action sociale. Et les auteurs nous prennent l'exemple de la commune de Grande-Synthe, qui a démontré par son action qu'une commune zéro pauvre, entre guillemets, est possible et que c'est vraiment un choix politique. Donc si tu veux en savoir plus sur ce qui a été fait, tu tapes sur Google Grande-Synthe revenu universel et tu vas tomber sur cet article-là qui décrit un peu plus en détail comment cette ville assurera, je ne sais pas si c'est passé encore, si c'est voté, parce que l'article date de janvier 2019, donc je ne sais pas si ça a été déjà mis en place, mais en tout cas, voilà, comment le projet d'avoir un minimum de 855 € par mois par personne a été construit. Tu vas voir notamment, c'est très intéressant au niveau du mode de calcul, puisque cette aide ne remplace pas les dispositifs déjà existants comme le RSA, mais vient les compléter. Donc c'est pas au niveau du budget de la commune, c'est un gros budget, mais c'est pas aussi gros qu'on pourrait le penser, puisque c'est plutôt un complément, et que en premier lieu, la commune va aider les habitants à avoir déjà accès aux aides auxquelles ils ont droit. Donc le premier travail de la commune, c'est ça, c'est de voir avec les habitants s'ils ont bien toutes les aides qu'ils peuvent demander, et dans un deuxième temps, de voir comment ça peut être complété par ce fameux revenu alors universel, enfin bref, peu importe le nom, mais tu vois l'idée. Voilà, donc je te laisse creuser par toi-même si cette question t'intéresse, mais tu vois, moi c'est le genre de question qui m'intéresse beaucoup par rapport à la territoriale, où on sort un peu du carcan juste sur les compétences un peu obligatoires, sur le fait que voilà, les régions, ils s'occupent du développement économique, de la formation, blablabla. Là, on sort un petit peu du carcan habituel. Bien sûr, juridiquement, il faut faire attention, les élus locaux doivent faire attention à leur montage, mais en tout cas, c'est ça qui, moi, m'intéresse le plus, donc j'espère que je t'ai transmis un peu cet enthousiasme par rapport à cette question, et puis je te laisse là-dessus, en espérant que tu as appris 2-3 trucs aujourd'hui, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!